Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans la Ciné Critique, il va être temps d'évoquer le troisième volet de la fameuse trilogie de la vie concoctée par le cinéaste italien Pier Paolo Pasolini. J'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne sur le Décaméron et les Contes de Canterbury. On en arrive ici en 1974 sur sa version très libre des contes orientaux, Les Mille et une nuits. En titre original, d'ailleurs, ça donne Il fiore delle mille e una notte, la fleur des mille et une nuits. D'ailleurs, il va complètement zapper l'axe principal autour de Scheherazade et le roi et s'intéresser à des récits moins connus, mais tout aussi importants probablement. Au casting, on reconnaîtra ces deux acteurs fétiches, Ninetto Davoli dans un récit un petit peu au milieu, mais on le voit souvent à l'écran, un peu moins par contre, mais très marquant, Franco Citti, rappelez-vous Acatone et autres, eh bien, il joue ici le démon, donc forcément, il marque l'écran. Par contre, le nouvel acteur pasolinien ici, qui va crever, on va dire, le focus de sa caméra, à l'italien réalisateur, c'est bel et bien Franco Merli, qui était mineur au moment du tournage, et qui sera d'ailleurs dans son ultime œuvre, Salo, sorti l'année d'après, avant qu'il soit assassiné, le pauvre metteur en scène. Vous connaissez l'histoire. Et on le voit, Franco Merli, avec son sourire sur ce visage. Pasolini, on peut le dire peut-être, est tombé amoureux de lui, artistiquement, en tout cas. Dans le rôle féminin principal, nous avons Ines Pellegrini, qui est vraiment aussi dans ce fil rouge, d'un récit central, mais qui va évidemment bifurquer dans pas mal de directions. On a aussi une Française, Tessa Boucher, qui joue Aziza, et on voit qu'elle est française parce que quand elle remue les lèvres, on comprend qu'elle parle français. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet, mais j'ai cherché derrière, et oui, elle est française. Elle jouera dans quelques autres films par la suite. Et donc, c'est pas évident de faire une vidéo sur une œuvre forcément qui collectionne divers récits, comme les deux précédents de cette trilogie de la vie, mais en plus imbrique des contes dans les contes. Voilà, des rencontres, des voyages, et forcément certains personnages dits secondaires vont devenir les principaux pour dire ce qu'ils ont vécu ou ce qu'on leur a dit, etc. Mais évidemment, ce fil rouge principal qui va nous occuper une partie du récit, qui ouvre le film et le conclut d'ailleurs, sans faire de zone spoiler, c'est assez évident, eh bien, il est centré, on va dire, ce conte principal, sur un jeune qui s'appelle Noureddin, qui, arrivé dans un marché, tombe sous la fascination d'une jeune esclave, Zumurrud, et en fait il n'a pas d'argent pour l'acheter, donc c'est elle qui va le choisir et l'acheter, ou s'acheter quelque part, avec ici donc presque un renversement des rôles et des statuts. C'est l'une des thématiques principales d'un film qui va souvent faire de certains esclaves des rois, ou de certains rois des esclaves aux mendiants, voilà. Et les deux vont probablement très vite tomber amoureux, et dès la première séquence après leur rencontre, des jeux érotiques vont avoir lieu, car oui, ce film est très frontal à ce sujet. Attention, ce n'est pas de la pornographie, mais nous avons donc des jeunes gens souvent très dénudés, voire donc en suggestion très sexuelle. Ça peut choquer, et je comprends. Moi-même au début, là, sur notamment un des premiers contes alternatifs, là, j'étais un peu embêté sur certains points, parce que c'est clairement des mineurs qui vont jouer certaines choses, voilà, et on voit même un pénis en érection, voilà, je reste vague là-dessus, et tu te poses des questions sur ce que Pasolini a voulu dire. Non, ça c'est assez évident, mais sur le consentement qu'il a pu obtenir en castant un peu de façon sauvage des jeunes gens qu'il rencontrait sur les lieux de tournage différents. Bon, voilà. Je pose ça là, il y a eu quelques polémiques à l'époque, mais c'était en mode libération sexuelle aussi. Je vois ce que Pasolini a voulu faire, célébrer les corps, même les jeunes corps, à l'amour et à la vie, bien sûr, mais forcément, ça pose aussi quelques questions. Après, on ne connaît pas trop le contexte de ce tournage de l'époque, c'est un peu compliqué du coup d'aller plus loin ici. Bref, ce jeune couple, en tout cas du fil rouge principal, à un moment va être séparé, et Noureddin va courir souvent en criant « Zumurrud, Zumurrud », il l'a perdue, et il va essayer de la retrouver, elle va vivre ses aventures parallèles jusqu'au bout, quoi. Et donc, forcément, on va rencontrer aussi des poètes, des gens qui vont raconter des histoires, et même dans ces histoires, on a des histoires. C'est pour ça que le film part un peu dans toutes les directions, mais tout est très lié, on va dire, dans cette célébration de l'amour, de sacrifice, et évidemment de la sensualité corporelle dans tous les styles possibles. Pasolini voulant ici conclure
très précisément dans son utopie personnelle, une trilogie de la vie avec l'éloge, clairement, hein, donc un peu païen, mais sacré aussi. On est entre le sacré et le profane, hein, c'est toujours pasolinien. Là même qu'il a déclaré qu'il se faisait le cordon ombilical entre les deux, donc de la vie absolue. Et forcément, c'est pas qu'il veut choquer. Quoique, aussi il l'a dit, qu'il voulait choquer un peu la bourgeoisie, et même les fils de bourgeois qui se disaient un peu plus révolutionnaires, mais qui étaient quand même un peu choqués et tout. Il a voulu aller loin pour remettre ceci, donc, au sens populaire du terme, et c'est totalement l'aboutissement ici d'une partie de son cinéma, dans cette logique-là. Pas étonnant qu'il aille loin, peut-être aussi, dans certaines scènes, on va dire, graphiques. Voilà. Et c'est passionnant, parce que c'est un film qui m'a mis un peu presque dans tous mes états. Au début, je me suis méfié, c'est vrai que bon, il y a ce conte là raconté par deux rois, enfin un roi et une reine, qui se fait voyeur et choisit de jeunes gens là, pour les accoupler, enfin bon, en faisant un pari, c'est assez malsain. Bon, il y a d'autres trucs un peu qui paraissent secondaires, et à un moment j'étais un peu perdu, mais arrivé à un point de ma perdition, et une fois évacué certaines méfiances, parce que je ne suis pas prude et tout, mais c'est vrai qu'à certains moments on peut se poser des questions aussi, je me suis retrouvé en fait, j'ai dit, ah, j'ai compris, voilà, il fallait se perdre, des contes dans des contes et tout, et en fait tu vois le déploiement thématique et aussi le visuel, parce que tu te remets dans du cinéma à un moment, voilà, il faut passer l'intrigue à côté, c'est pas important, tu vois le fond, ce qu'il veut raconter socialement, et tu vois comment il maîtrise son sujet sur le plan esthétique, avec que des décors naturels, avec pratiquement que des corps et des acteurs-actrices naturels, dans le sens beaucoup non professionnels, qui se donnent à fond, avec parfois une certaine maladresse, mais aussi une vraie vitalité. Et c'est là où c'est très fort, parce que même il arrive à intégrer Ninetto Davoli et Franco Citti, qu'on a déjà vu et revu, mais dans cette idée-là, et Davoli fait super professionnel, presque, en fait, c'est là où il est presque trop acteur, mais en fait, il fonctionne très bien dans cette idée-là. Et tu comprends où il veut en venir. Et cette idée de voyage, c'est un cinéma de pur voyage, en fait. C'est-à-dire qu'avant de tourner Les Mille et une Nuits, Pasolini lui-même s'est rendu dans diverses contrées, il a pris du temps pour préparer géographiquement les lieux où il allait tourner. Il y a probablement des moments un peu pirates, c'est-à-dire il n'a pas forcément donné Enfin, il n'a pas pu obtenir des autorisations, il a même casté des gens, même des jeunes gens, à mon avis, qui n'ont pas demandé l'autorisation des parents, à l'époque c'était comme ça. Donc, même peut-être certaines personnalités qui ont joué là-dedans se sont libérées elles-mêmes, hein, y compris les plus jeunes, à accepter ce genre de tournage. C'est assez étonnant. Mais oui, on va voyager en Orient au sens large, c'est-à-dire qu'il va reconstituer un Orient de contes. Il y a le Yémen, il y a l'Iran, il va même jusqu'en Inde ou au Népal. Il y a même des voyages, vraiment. C'est un film de voyage. Il y a même un moment où on se télétransporte dans une idée de fantastique là, avec le démon. C'est assez étonnant. Des incrustations aussi, on voit des personnages qui sont mis sur des décors qui ont été tournés en mode documentaire, après, probablement quand il a fait son repérage. C'est assez fascinant ça. C'est-à-dire qu'il réintègre ici des trucs de contes un peu fantastiques dans un vrai réel de réalité, tout en le reconstituant à la manière donc de ces Orients, imaginez cet Orient-là, ces multiples possibilités d'Orient dans ces contes qui sont tout aussi multiples mais liés entre eux. Et en fait c'est passionnant. C'est-à-dire qu'à un moment tu arrives au milieu du film, tu te dis voilà, tu te laisses aller, c'est génial en fait. La façon de capter les visages, des corps, dans la nature, dans les décors, justement. C'est absolument naturel, tu as un moment presque l'impression de voyager dans le temps aussi, et d'imaginer que ça a été tourné voilà, dans cette époque où ces contes ont été racontés, et qu'il y a une vraie reconstitution quasi historique de l'irréel du conte ici, dans des décors réels. Et c'est ça qui est fort en fait. Et cette idée jusqu'au boutiste, où tu vois que Pasolini va au bout de son idée de vitalité de la trilogie de la vie, en mode vraiment utopie absolue, c'est-à-dire que c'est le film le plus positif, vraiment, de cette trilogie, même globalement de sa carrière. Il y a une vraie beauté d'abandon et de sacrifice par l'amour. Alors bien sûr qu'il le relie au divin. C'est un divin encore plus populaire, dénué de toute institution religieuse. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de référence au catholicisme directement. Il y a Dieu, mais Dieu, voilà. Il n'y a aucune religion qui est citée pleinement. Pourtant, on est dans un contexte où il aurait pu aller évoquer des choses de l'islam. Je crois qu'il y a eu une scène coupée. Il l'a coupée volontairement parce qu'il s'est dit, voilà, on en fait quelque chose d'universel de croyance, de divin et d'amour, pour le relier au peuple, au corps, à l'humain pur. Et là, il va au bout de son délire.
c'est encore plus fort peut-être, quelque part, même si l'évangile selon saint Matthieu était vraiment une sorte de chef-d'œuvre d'aboutissement aussi, mais dans cette idée, il y a une forme de continuité encore plus forte. Et d'ailleurs, il va pousser au bout ici l'idée qu'il a voulu avoir dans l'évangile selon saint Matthieu, c'est-à-dire voyager, tourner en Palestine et tout. Là, il a pu voyager et aller encore plus loin, et dans d'autres parties de la terre. C'est génial, ça. Alors évidemment, il y a des moments où tu sais pas pourquoi il y a ce conte-là en particulier, mais très vite, sur le plan thématique, tu vois où on est aussi. C'est-à-dire qu'il veut critiquer les institutions bourgeoises, sociales. Il adore, et c'est peut-être aussi dans les contes d'origine, hein, je ne sais pas, je ne les ai pas lus. Je connais vaguement que Sherazade et tout, mais elle n'est même pas là. Donc, passionnant aussi, c'est-à-dire que le top du truc, il le met de côté pour se recentrer sur le plus petit, peut-être, et faire donc, je le disais, hein, de certains esclaves des rois, même une esclave qui va devenir un roi, il va jouer avec les gens, il va jouer évidemment avec les relations, peu importe, hein. Il y a même des sous-entendus homosexuels, il y a des sous-entendus de une femme peut être un homme, il y a tout un truc très libre là-dessus. Et donc aussi, hein, certains jeunes rois qui vont devenir esclaves ou mendiants, par sacrifice ou par... Voilà, à un moment, ils ont été touchés par un élan d'amour très divin, très humain surtout, l'humain et le divin, et ils vont abandonner leur statut, il y a des échanges comme ça, et des voyages, c'est-à-dire que les personnages voyagent, on voyage dans les histoires, on voyage physiquement, on se télétransporte eux-mêmes, et c'est ça qui est fort dans le film. Après, peu importe les relations à droite à gauche, mais moi je suis très touché par l'acteur Franco Merli, mais visuellement, il avait l'air totalement béat et heureux de tourner dans ce film-là, avec des jeux érotiques à droite à gauche. J'ai l'impression même que l'acteur lui-même découvrait la vie, là. D'une certaine manière, je ne sais pas. Mais ce sourire et cette puissance qu'il a, notamment vers la fin, il se mue en acteur absolu. C'est-à-dire qu'il est extraordinaire, en fait. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il apprend à évoluer devant une caméra en étant naturel. Il est tellement naturel qu'il est parfait dans ce rôle-là. C'est génial, ça. C'est assez fort. Il a trouvé la perle à ce moment-là, Pasolini. Et nul doute que s'il avait pu continuer sa carrière pendant des années derrière, il aurait continué à utiliser ce jeune homme, qui sera l'un des personnages principaux de Salo. Alors, de ce que je sais, Salo est totalement la face inversée. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans un début de volonté de faire une trilogie de la mort. Il aurait dû avoir d'autres films derrière. Et c'est terrible parce que tu sens que là, il est au bout de son utopie, de son idéal, et que derrière, peut-être confronté à la réalité, le film a peut-être été un peu mal reçu, je crois, et ben il va rentrer dans une sorte de pessimisme et faire Salo derrière, et peut-être qu'il serait allé encore plus loin dans la violence mortifère et horrible derrière, je ne sais pas, et c'est terrible. C'est terrible ça. Bon, là, on voit que finalement, il touche une certaine grâce personnelle, mais derrière, la chute sera là, quoi. Enfin, dans ces thématiques en tout cas, donc bon. C'est terrible d'ailleurs, parce qu'il va rentrer dans cette idée de trilogie de la mort, et c'est la mort qui va l'emporter par assassinat par la suite. Bon, bref, c'est un drôle de destin, ça. Donc oui, les 1001 nuits, c'est assez fort, quoi. Et arrivé au milieu, j'étais en train de me dire, ouais, bon, un peu avant le milieu, je me dis, ouais, c'est peut-être, je sais pas, moi, je vais peut-être préférer les précédents, mais arrivé au bout, je pense que c'est le meilleur des trois, en fait. C'est assez paradoxal, ça. C'est quelque chose d'assez étonnant, parce qu'arrivé au bout, tu sens qu'il y a un aboutissement, et que dans toutes les thématiques, dans tout ce qui est montré... sur les corps, sur les décors, sur les lieux, sur les voyages, sur les renversements de situation, de statut social, enfin tout se mélange dans une sorte d'harmonie absolue. Et ça en est presque naïvement beau par moments, et du coup tu comprends pourquoi, même si ça va loin et que c'est génial, toute cette liberté de corps que nous avons, et vraiment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont potentiellement... Bon, c'est étonnant, mais ce sont des gens qui se donnent libre cours à leur envie d'aimer de toutes les façons possibles. Donc c'est quand même beau. Même si on peut se poser des questions sur comment ça a été monté et tout, parce que c'est de la fiction, appelons-le. Mais bon, voilà. Donc les 1001 nuits, je vous le conseille, si vous passez outre certaines choses, notamment, voilà, il faut passer les 20-30 premières minutes, il ne faut pas s'arrêter là. Ça, je pense qu'il y a des gens qui ont dû arrêter... probablement à la scène avec le jeune couple observé par les voyeurs roi et reine, c'est vrai que tu peux te dire, ah non, ça va être comme ça tout le long, ça va être difficile hein, quand même, parce que bon, hein. Mais au-delà de ça, voyez plus grand, même s'il faut toujours se garder quand même des réserves de certaines choses, mais là, dans l'aspect cinématographique de la situation, si on connaît bien ce que Pasolini a fait avant, il ne faut pas découvrir son cinéma avec celui-là, hein, bien sûr, c'est assez immense, quoi. Voilà,
C'est peut-être une forme d'aboutissement, oui, je me répète, mais sans des thunes, puisque c'est la fin de la trilogie de la vie, et que derrière, il allait aller ailleurs. Et drastiquement ailleurs quand même. Hein. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, qui est accompagné d'ailleurs, encore une fois, d'une BO d'Ennio Morricone, mais très discrète, et très bien, qui est co-scénarisée par une poétesse aussi, Dacia Maraini, qui, on le sent, a posé des choses. D'ailleurs, ça se termine sur une sorte de citation poétique qui relie au divin. Vous en faites ce que vous voulez, mais l'idée elle est là, hein. Dieu est amour, hein. Grosso modo c'est ça à la fin. Je simplifie volontairement, mais c'est l'idée. C'est assez beau, quoi. Il y a des belles petites situations qui sont forcément citées des contes de base, mais je pense qu'il y a mis aussi de son propre cru, de lui-même ou de cette poétesse avec qui il a collaboré. Bref, vous me direz ça en commentaire, hein, si vous voulez apporter des précisions, si j'ai mal dit des choses ou si j'ai oublié des choses, c'est à vous la parole là maintenant et on en reparle ci-dessous. Je vous dis à la prochaine, ciao.